Cet épisode est sponsorisé par Gaz Européen. Bien plus qu'un fournisseur d'énergie, Gaz Européen accompagne ses clients vers une consommation plus responsable et durable grâce à des solutions concrètes pour réduire leur empreinte carbone. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le podcast de Time4. On est ravis de se retrouver tous les trois pour un nouvel épisode. À ma gauche, Samir qui est partenaire chez Time4. Hello. Moi, c'est Sophie et on est tous les deux très heureux de recevoir notre invité du jour qui s'appelle Wassila. Salut. Salut. Tu vas bien ? Ouais, très bien, très contente d'être là. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et on va passer les prochaines minutes ensemble pour découvrir un peu ton parcours. Est-ce que tu peux nous dire qui tu es, d'où tu viens, dans quel univers tu as grandi ? Moi, c'est Wassila. Je suis la fondatrice des Infatigables. C'est une start-up, je pense qu'on aura l'occasion d'en parler, mais qui est dédiée à l'employabilité des seniors. Et moi, j'ai grandi dans le 93, à Romainville. Je suis issue d'un parcours classique scolaire de parents immigrés algériens qui croyaient beaucoup en la méritocratie. Donc, l'école, c'était très, très, très important. Et donc, j'ai grandi et je me suis épanouie dans le 93 où j'ai effectué ma scolarité. Et donc, j'ai fait mon collège, mon lycée, et après une classe préparatoire. Je pense qu'on aura l'occasion peut-être de revenir à mes choix d'orientation qui sont assez intéressants et qui sont parlants par rapport à là où j'ai grandi. Tu dis que tes parents étaient très attachés à la méritocratie. Comment est-ce que ça se ressentait au quotidien ? Est-ce que c'était vraiment des personnes qui étaient derrière toi pour te donner toutes les chances de réussite ? Ouais, complètement. Alors moi, j'ai tendance à dire que c'est un truc très de parents immigrés qui croient à fond en l'école de la République. Moi, j'étais à l'école publique et le point, c'était de se dire, en fait, vous pouvez tout faire si vous travaillez bien à l'école. Donc, il y avait un peu de pression scolaire à ce niveau-là. Je ne vais pas mentir. Et l'idée, c'était de se dire, essayez de vous ouvrir un maximum de portes. Et eux, ils ont eu la chance de faire des études, mais c'était les seuls de leur famille, en fait. Donc, pour le coup, ils avaient vraiment à cœur de nous voir avancer avec mon frère, parce que j'ai un frère jumeau. D'avoir une scolarité qui soit hyper carrée. Donc, c'est vrai qu'ils étaient un peu carrément derrière nous, pour le coup. Et ils croyaient à fond en ce truc de si finalement vous travaillez bien à l'école, vous irez vers les voies qui vous plaisent, etc. Et ils regardaient beaucoup aussi, c'est intéressant, ils regardaient beaucoup aussi les enfants de leurs patrons, ce qu'eux faisaient comme choix d'orientation. Et d'ailleurs, c'est comme ça que j'ai découvert, j'ai fait une classe préparatoire. Et en fait, j'ai fait une classe préparatoire parce que je ne savais pas ce que c'était. Et mes parents avaient leur patron et leurs enfants avaient fait des classes préparatoires. Donc, ils se sont dit, c'est là-bas qu'il faut que vous y alliez. C'est le bon endroit. C'est ça. Ah, ils sont malins, clairement. Et d'ailleurs, moi, je le dis que c'est révélateur parce que moi, je viens d'un endroit où la classe prépa, c'était pas trop connu. Je me rappelle que quand je rentrais dans ma ville, on me demandait ce que je faisais et je disais que je faisais un BTS parce que quand j'expliquais la prépa, les gens ne comprenaient pas. Enfin, c'était trop long. Donc, tu choisissais volontairement de dire BTS, disais, ouais, BTS, sûr qu'ils comprennent. Voilà, j'étais en mode, bon, voilà, je fais ça. Je rentrais pas plus dans les détails parce que les gens ne comprenaient pas forcément ce que c'était. Et d'ailleurs, ma classe prépa, c'était une classe parrainée pour l'égalité des chances. Donc, j'avais un programme d'égalité des chances. C'était une classe prépa dans le 93. Parce que justement, il y avait déjà ces enjeux de, c'est quand même une voie assez élitiste qui n'est pas hyper connue des classes un peu plus populaires, etc., et notamment d'endroits comme dans le 93. Donc, comment est-ce qu'on fait pour vous donner les clés et vous faire accéder à ces voies-là ? Okay. Et ces années en prépa, c'est des moments que tu as appréciés ? C'est une très bonne question. Normalement, les gens qui ont fait prépa n'ont pas trop aimé la prépa. En vérité, j'ai aimé et pas aimé. Il y avait un petit côté où il fallait vraiment bosser. C'est là où tu te rends compte par ailleurs que finalement, tu as accumulé un retard. Parce que en fait, quand on arrive en prépa, on nous dit c'est un concours. Et en fait, toi, tu es en concurrence avec des gens qui ont fait toute leur scolarité à Paris. On nous le dit déjà. Il y a une différence entre vous et les classes parisiennes. Donc, concrètement, tu as l'impression que tu commences une course et tu as déjà du retard en fait. Tu commences quelques minutes après. Ou en tout cas 100 mètres plus loin. Ouais. Mais du coup, tu as énormément de mauvaises notes. Quand tu es habitué à bien travailler à l'école et tout, gérer l'échec, c'est pas forcément évident. Mais pour autant, il y a une espèce de solidarité qui se crée
Nous, on nous disait beaucoup, soyez pas les uns contre les autres, justement. Déjà, Vous vous êtes une êtes là. équipe. Genre, la moitié de ma classe, ils savaient pas ce que c'était la prépa 3 mois, 6 mois avant. Donc, essayez de vous entraider et pour avancer et pour atteindre les écoles que vous voulez, justement, face à d'autres qui ont peut-être qu'on démarré peut-être plus facilement, qui ont plus de facilité ou qui ont démarré plus vite. Ok. Et c'est pas déstabilisant de passer de première de la classe ou de bonne élève à avoir des notes horribles et avoir un caillou dans la chaussure Si, clairement, ça fait super bizarre. Moi, je sais que même, tu vois, moi, ma classe, on était 38 et fin de deuxième année, on est passé à 19. Tu vois, entre les gens qui se sont fait virer Ouais. parce que les résultats étaient insuffisants, entre ceux qui ont arrêté, en fait, il y en avait beaucoup qui ont abandonné en disant mais moi, en fait, laisse tomber, je peux pas. En plus, j'ai pas de sous, moi j'ai besoin de bosser à côté. Là, la prépa, c'est 8h, 18h. En fait, Mais j'ai non. plus de temps, ouais. Voilà, j'ai pas le temps. Donc pour le coup, c'était pas forcément évident. Après, moi, je suis une personne qui, en tout cas à l'époque, j'ai vite compris que c'était pas grave de pas avoir des bonnes notes. Je me mettais un peu moi la pression et puis j'avançais. Mais t'as réussi à garder l'énergie pour aller jusqu'au bout et la niaque. Ouais, complètement. Après, comme j'ai dit, elle est parents derrière, hein, parents Ouais. strict sur la scolarité. Mais je regrette pas de l'avoir fait parce que ça m'a appris aussi. Bon, déjà, je me rends compte que j'ai eu de la chance. En fait, on est dans un système en France, on peut être d'accord ou pas, qui donne beaucoup d'importance au diplôme. Qui donne beaucoup d'importance au nom, etc. Et moi, je sais que quand je suis rentrée dans le monde du travail, elle me disait « Ah, prépa, ah oui, très bien. Oui, ça ressemble à ce que mon neveu a fait dans le 15e. Ok, très bien, elle allait bien. » C'est triste. Moi, je ne suis pas forcément pour cette mentalité-là, mais c'est le cas. Donc, je suis contente de l'avoir fait parce que je sais que ça m'a servi, ça m'a ouvert plus de portes. Donc, merci au patron de mes parents. Et finalement, si tu devais donner un conseil à des jeunes qui ont un peu ton parcours, mais qui ont peut-être moins de chances d'avoir des parents qui soutiennent et qui poussent, qu'est-ce que tu véhiculerais comme message ? Moi, évidemment, moi, ce que je dis, c'est que quand même, j'ai gardé cette empreinte avec l'école, tu peux quand même faire beaucoup de choses. Et c'est un vrai facteur d'émancipation. Je pense en tout cas que... alors, même si aujourd'hui, c'est de plus en plus questionnable, hein, avec justement tous les bouleversements liés à la transformation des métiers, liés à l'IA, etc. On se demande si en sortant d'école d'ingénieur, maintenant, est-ce qu'on va vraiment trouver un job ? Et ça, c'est les jeunes générations qui subissent ça. C'est pas forcément évident. Mais ce que je dirais quand même, forcément, c'est de au maximum de données et sinon trouver la voie qui plaît vraiment. Je pense que moi j'ai eu de la chance quand même d'être à l'aise avec ma scolarité. J'étais assez déterminée en me disant ok, prépa, ensuite on m'a dit que c'était bien d'ouvrir des portes, donc école de commerce, etc. Après j'ai fait le choix de faire autre chose. On va revenir sur l'entrepreneuriat. Le point, c'est pas forcément de glorifier les longues études, évidemment, c'est plus trouver sa voie et s'y mettre à fond pour le coup, parce que c'est je pense le plus complexe en France, c'est que ton parcours, tu le construis très, très, très tôt. Moi, je me suis beaucoup engagée dans des associations d'égalité des chances liées à ça, justement, pendant toute ma jeunesse, je le dis. Parce que, en effet, quand tu as 14-15 ans, déjà, ça commence, en fait, finalement. Donc, évidemment, l'idée, c'est d'être le plus concentré possible parce que ça se joue maintenant. Comme je le disais, malheureusement, en France, c'est comme ça. On rentre dans des cases à un moment donné et c'est très compliqué d'en sortir. C'est pour ça que parfois, les parcours un peu atypiques, qui n'ont pas fait des longues études, mais qui finalement ont des super jobs, etc., on veut les mettre en avant parce que finalement, c'est un peu atypique. Ouais, complètement. Et tu peux faire tout autant de belles choses en ayant un parcours atypique. Complètement, absolument. Et donc, post-prépa, tu enchaînes sur une école de co ? Ouais, je fais une école de commerce et là, je rentre dans une nouvelle réalité que je ne connaissais pas, c'est le financement de l'école de commerce et tout ce qu'il y a à côté. Et là, c'est pas forcément évident non plus pour plein de raisons, parce que en fait, une école de commerce, ça coûte cher. Partir à l'étranger, ça coûte cher. Et je me rappelle m'être absolument confrontée à une réalité qui est... j'avais ce stress de mon employabilité. C'est-à-dire, là, je rentre en école. En fait, toute ta vie, on te dit, travaille bien. Enfin, comme c'est ce que mes parents disaient, comme ça, tu auras un bon boulot. Et en fait, l'école de commerce, c'est un peu la dernière étape. Et moi, je me rappelle que je me disais, il faut que j'ai des bons stages.
Mais en fait, je rentrais dans un monde où les entreprises, par exemple, les grandes entreprises genre LVMH et tout, je savais même pas ce que c'était. Je connaissais même pas ce monde-là. Et je me rendais compte qu'il fallait que je construise un super CV avec des super stages et à la fois que j'ai des super expériences à l'étranger et qu'en fait, j'allais être en concurrence avec des gens qui avaient les moyens en fait de faire des super stages à New York, à Shanghai, etc. Et moi, il fallait que je paye mes études, que je paye mon école, que je paye les voyages à l'étranger à côté. Donc, je me rappelle que cette période-là, elle était un peu stressante, ouais. Et j'ai beaucoup bossé pendant mes années d'études. J'ai fait beaucoup de jobs étudiants justement pour financer tout ça. Et j'avais cette espèce de stress de me dire, c'est fou, mais c'est ça, je suis en concurrence avec d'autres qui ont potentiellement plus les moyens de construire un super CV. J'avoue. Et donc finalement, bon, ça s'est bien passé, mais c'est vrai que ces années d'école de commerce-là, moi, ça m'a encore plus donné envie de m'engager du coup sur des sujets d'égalité des chances parce que j'ai vu la différence, en fait, le sujet de ton milieu social c'est à chaque moment de ton parcours et notamment en école de commerce, complètement, qui réapparaît et notamment en école de commerce où on n'a pas du tout les mêmes préoccupations quand on vient de banlieue et qu'on doit faire 1h15 de trajet que tu as un petit boulot le soir à enchaîner. Il y a un petit boulot le soir que le voyage à l'étranger, en vrai, le stage à New York où le visa il coûte déjà $1,200, en fait, là, tu le considères ça pas. va sauter et en fait, ça va être un stage dans un hôtel aux Canaries, mais c'est très très bien, hein, mais où tu es payé et logé. Donc c'est tout ça. Et puis après, les stages, le réseau aussi. Tu t'arrives avec une grosse... Moi, j'avais une méconnaissance forte du monde du travail, en fait. Ouais. Et tu te rends compte qu'il y a des noms sur un CV qui valent mieux que d'autres. Des noms d'entreprises. Donc, c'est tout ça qui fait que tu dois absolument... Une grande découverte à absorber très, très vite. Exactement, absolument. Et en effet, tu vois les inégalités tout de suite. Alors, c'est pas du tout pour faire un discours misérabiliste ou quoi, mais c'est factuel, en fait. Hein. Tu vois qu'il y a des différences, qu'on n'a pas les mêmes enjeux, on n'a pas les mêmes priorités. Et en effet, tu peux avoir... beaucoup plus de chantiers et beaucoup plus de choses en plus de tes études à aller chercher pour le coup. Et quel est le moteur au quotidien qui te pousse à dépasser tout ça ? Parce que tu peux très vite te dire j'ai pas les mêmes chances, à quoi bon me battre, tu peux tout abandonner assez facilement finalement. Je pense qu'il y a encore une fois cette croyance qui vient de mon éducation qui est que si tu avances et si tu fais les choses bien, tu y arriveras. Il y a aussi ce truc de pas le choix en fait. Hein. Moi, je me rappelle que j'étais tellement déterminée à trouver un boulot juste après. Je dis ça, c'est horrible pour les générations qui arrivent sur le marché du travail parce que je sais que c'est super dur. Moi, je me rends compte que j'ai eu beaucoup de chance. Je suis une milléniale, j'ai 34 ans. Je suis arrivée dans un monde du travail où en fait ça allait encore. C'est-à-dire qu'on avait des stages de fin d'études qui débouchaient sur des CDI. Ouais. Aujourd'hui, tu as des jeunes, ils font 3 ans d'alternance et ne sont pas sûrs de trouver un boulot. Donc, je pense à eux. Mais pour le coup, moi, je me rappelle que j'étais tellement déterminée à trouver un job à la fin de mes études que j'avais des CV. Et je me rappelle que les impressions, ça a coûté de l'argent à l'école. Donc, j'avais 4 CV, je me rappelle. Et les impressions coûtaient cher. Et je me rappelle que je donnais mon CV aux entreprises qui proposaient des stages qui débouchaient réellement sur un CDI. Et je me rappelle qu'il y avait une banque qui m'avait dit nous, on cherche des stages, etc. Voilà. J'avais donné mon CV et j'avais dit mais du coup, le stage, est-ce qu'ils recrutent derrière ? Elle m'avait dit non. J'avais dit écoutez, je suis navrée, je vais vous reprendre mon CV. Rendez-moi ma copie. Ça. Et tu vois, la dame m'avait regardée en mode mais elle se prend pour qui celle-là ? Parce que j'étais tellement déterminée. J'étais là, moi, j'ai pas le temps en fait. Là, il y a des prêts potentiellement qui se déclenchent. Il y a des dettes aussi. Ouais. Donc là, j'ai fait tout ça. C'est un aboutissement. C'est pour que derrière, je trouve un job qui paye, quoi. Donc, il y a cette détermination aussi. Et il y a 2 sujets. Il y a dans des environnements où potentiellement tu peux te sentir illégitime. Comment tu fais pour finalement réussir à te sentir à ta place dans des environnements où potentiellement on te fait comprendre que tu n'es pas à ta place de façon directe ou indirecte, parce que c'est le système. Et ensuite, c'est finalement comment tu gardes cette motivation et cette maturité-là de comprendre. Parce que tu restes relativement jeune à cette époque-là. Comment tu arrives à avoir le recul et la maturité nécessaire pour prendre ces décisions-là et pour garder le focus parce que pour rebondir un petit peu sur ta question, en fait, c'est trop facile d'abandonner. Mais tu te dis, OK, non, je garde le cap. C'est d'où ça vient, bien sûr. cette force. Moi,
je pars déjà du principe que je suis quand même une privilégiée. C'est-à-dire que par rapport à d'autres, moi, mes parents, j'étais en banlieue parisienne, j'avais pas besoin en plus de rajouter un appartement parce que je viens de hors Paris, par exemple, ou j'ai fait une école de commerce hors Paris. J'avais quand même donc j'avais un logement déjà. J'ai eu aussi, moi, je parlais avec des potes qui se faisaient parfois recaler aussi de job. Moi, j'avais de la chance de trouver du boulot. Donc déjà, je considère que je suis quand même une privilégiée. Et après, pour revenir à ce que tu dis sur ce point de est-ce que je me sens légitime, bah ça, c'est pour moi tout l'univers quand je suis rentrée dans le monde du travail, en fait. C'est-à-dire que dès que j'ai fini mon école de commerce, en fait, je suis rentrée... Il y a déjà un peu de ça en école de commerce, bien sûr. Et encore, moi, j'ai fait une école où il y avait quand même une certaine mixité sociale. C'était une école à Paris et en fait, c'est très drôle d'ailleurs parce qu'il y en avait beaucoup qui se considéraient comme être passés entre les mailles du filet, être passés dans la petite brèche. Et d'ailleurs, on se reconnaissait tous. Parfois, on avait des soucis parce qu'on n'avait pas payé une partie de l'école, etc. Et je me rappelle, on avait nos intranets qui se bloquaient. Et donc, du coup, pour trouver les salles de classe. Et je me rappelle que j'avais des copines un jour, j'avais dit, mais du coup, c'est quoi la salle? Je me suis dit, mais moi, je sais pas aussi, en fait. On se disait, ok, donc en fait, on est ensemble dans ce truc. Mais pour autant, voilà, j'ai quand même réussi à payer l'école, etc. Ça allait. Enfin, je veux dire, j'avais à manger, j'avais un toit, etc. Enfin, franchement, je sais qu'il y a des sujets de précarité étudiante qui sont beaucoup plus graves que moi, beaucoup bien pire que moi, ce que j'ai vécu, évidemment. Et donc après, c'est vrai qu'en entrée dans le monde du travail, c'est vrai que là, c'est autre chose. Parce que c'est encore une fois, tu rentres, moi, je suis entrée dans des cabinets de conseil. Et là, c'est encore un autre univers. Et là, c'est, comme tu le dis, c'est encore plus des codes que tu connais moins. Un monde du travail qui t'est inconnu, même si j'avais fait quelques stages, etc. C'est vrai que tu te sens un peu à part et tu le sens par ailleurs dans les conversations, parfois le petit chit-chat avec les managers, etc. Avec des codes qui parfois que tu ne maîtrises pas. Moi, je l'ai beaucoup ressenti dans ma carrière dans le conseil. Pour la simple et bonne raison que parfois, je me rendais compte que j'avais des collègues qui parlaient de leurs vacances au Touquet, qui parlaient de planche à voile, des trucs où je... Et donc, du coup, il y avait un espèce de lien qui se tissait avec le partenaire, avec le manager. Moi, j'étais là et je disais, bon... Ouais, t'as pas ce petit truc en plus qui fait que la relation... Ouais. Exactement. Et encore, voilà, j'avais quand même... j'ai fait des stages, donc j'arrivais à faire les codes. Mais c'est vrai que t'as ce truc un peu de... c'est pas mon monde, hein. Vraiment pas mon monde pour le coup. Et comment est-ce que tu fais pour avancer? Bon, tu te dis, de toute façon, je suis là, hein, donc ça te rajoute une autre détermination. Moi, mes parents, ils ont un parcours aussi un peu compliqué avec le monde du travail. Ils ont, comme je le disais, ils ont fait des études, mais en fait, c'est la génération... Ils ont la soixantaine maintenant, et donc ils ont fait des études, mais c'était à l'époque où, parents de personnes d'origine algérienne qui font des études, qui arrivent potentiellement, qui devraient prétendre à des statuts, des postes de cadre. Ils ont vécu pas mal de discrimination à l'embauche. Donc j'ai aussi grandi dans un truc un peu de, ok, le monde du travail, c'est pas facile. Donc soyez prêts, justement, soyez irréprochables à l'école, soyez irréprochables dans votre comportement, dans votre job, parce qu'on ne va pas forcément vous faire de cadeaux. Donc il y a un peu de ça aussi. Je suis un peu rentrée dans ce truc de, bon, voilà, c'est pas forcément mon monde, mais c'est pas grave, j'y ferai ma place, parce que faut bien garder sa croûte. Tu fais combien de temps en conseil? J'ai fait 7 ans pratiquement en conseil, 2 cabinets. Et pour le coup, alors j'aimais ça au début parce que c'est une bonne école, c'est une super école, ça permet de changer. Mais bon, plus tu avances, la plupart des gens n'ont pas envie de faire de carrière dans le conseil. Tu fais tes armes et puis et puis tu as envie de partir parce que les missions, c'est dur. On t'envoie dans des endroits parfois où tu es soit seul à tenir la mission, soit dans des missions très casse-pipe en fait, où personne ne veut les faire. Moi, j'étais dans de la transformation digitale, donc si tu veux, mes premières missions, c'était, y a un nouvel outil. Ma première mission, c'était chez Thomas Cook. Donc ça a fait faillite depuis, c'est pas de notre faute. Hein, je préfère le dire. Mais c'était Thomas Cook et c'était un projet de... Alors, c'est pour ceux qui... Ça, c'est vraiment pour les anciens. Il y a des agences de voyage encore. Ça existe. Mais à l'époque, il y avait un gros réseau d'agences de voyage. Et pour le coup, il fallait complètement changer leur logiciel d'administration des ventes. Enfin, comment est-ce que tu crées tes voyages, quoi. Ils étaient sur un truc à l'ancienne, avec des codes et tout. Enfin, très... à l'ancienne, on va dire, et on leur changeait dans un espèce de SaaS hyper 360, très Google, avec un panier, tu rajoutes des billets de train. Et en fait, il fallait déployer vraiment de A à Z cet outil-là
Et pour le coup, ça faisait 2 fois que le projet foirait. Donc, on arrivait pour la 3e fois avec des gens qui nous regardaient en mode, mais alors les gars, ça va vraiment pas. Comment on va s'en Alors sortir? là, vous n'allez pas y arriver, quoi, vraiment. Et donc, c'était des missions qui étaient dures, pour le coup, très, très dures, où en général, tu arrives en tant qu'externe Ouais. et en fait, on t'aime pas. Parce qu'en fait, T'es pas le bienvenu. T'es pas le bienvenu, t'es super bien facturé. Les gens pensent que ta facturation, c'est ton salaire, ce qui n'est pas le cas. Donc, du coup, forcément, et puis t'as jamais vraiment d'appartenance à l'entreprise Ouais. aussi. Parce que dans le conseil, bah, en fait, moi j'étais très très bien staffée tout le temps, donc en fait tu vas jamais au cabinet, t'as pas d'appartenance à ton T'es tout le cabinet, et temps puis t'as en pas mouvance d'appartenance non entre- plus. ouais. Ouais, c'est ça. Donc c'est pas un métier sur le long terme, je trouve facile, parce que tu dois constamment te challenger. Dès que tu es sur une mission, c'est des missions courtes. Dès que tu commences à un peu comprendre le vocabulaire, le marché, la boîte, bah, tu changes. Et tu repars dans une zone d'inconfort. Donc ouais, j'ai fait ça pendant 7 ans. Et pour compenser, j'avoue, je me suis beaucoup engagée en tant que bénévole dans des associations parce que justement, je ressentais qu'il n'y avait pas énormément de sens dans ce que je faisais. Déjà, la T'avais besoin de millénial, cette le petite cliché. bouffée, Ouais, c'est ça. Cette petite bouffée d'air frais et d'engagement justement social. Et donc, c'est ces 7 ans-là que tu vas transformer ton engagement associatif en engagement entrepreneurial. Ouais, complètement, complètement. En fait, moi, c'est vrai que j'étais d'abord plutôt engagée sur des sujets d'égalité des chances. J'ai beaucoup donné mon temps à des associations qui, maintenant, il y en a une aujourd'hui, ça s'appelle Article 1, mais à l'époque, c'était une association avec un collectif qui s'appelait les Different Leaders. En fait, justement, on était un groupe de jeunes et on avait un peu tous les mêmes parcours et on se disait bon, en fait c'est pas normal que moi dans ma ville les gens savent pas ce que c'est la prépa, savent pas ce que c'est dans leur orientation finalement, se fassent un peu mal orientés, etc. Ouais. Comment est-ce qu'on fait pour redonner, pas forcément glorifier les autres études, mais déjà donner l'info aux gens, c'est-à-dire voilà, comment est-ce que je fais aussi pour présenter des parcours un peu différents, un peu des parcours qui permettent aux jeunes de ces endroits-là de s'identifier aussi. Donc, je me suis beaucoup engagée. J'ai organisé ce qu'on appelle la Journée mondiale de l'égalité des chances. J'en ai organisé 3. Et notamment, j'ai coordonné une journée mondiale dans 20 pays, donc avec Incroyable. plein de conférences, plein d'ateliers pour les jeunes, etc. Et c'est vrai que à côté de ça, je me suis dit, moi, je commence à en avoir marre du conseil, pour le coup. J'ai fait mon temps. Ouais, c'est ça, j'ai fait mon temps. Et j'avais toujours ce truc de, je m'engage ailleurs. Donc, ça voulait dire que de toute façon, mon job de base ne me plaisait pas. En tout cas, à un moment, je savais qu'il y avait une C'était pas date suffisant. limite. C'était pas suffisant. Et donc, j'ai toujours eu à cœur d'entreprendre, j'avoue. Ça m'a toujours attirée. C'est dans un coin de ta tête depuis toujours. Ouais, exactement. Ça m'a toujours attirée. Et surtout, entreprendre sur un sujet quand même d'impact social, Ouais. j'avoue. Parce que pour faire écho aussi à mes engagements associatifs, je me suis toujours dit que si je devais créer quelque chose, ce serait quand même pour changer les choses. Enfin, moi, c'est mon drive, pour le coup. Et donc, il s'est passé un truc quand j'étais... j'ai perdu... ça, c'est le côté un peu triste, mais bon, c'est la vérité. J'ai perdu mon grand-père, en fait, il y a quelques années. Et en fait, j'ai ma grand-mère qui a vraiment été normale. Hein, c'est son partenaire de vie depuis 60 ans. Donc, elle a très mal vécu, évidemment, l'événement. Et elle a été touchée par ce qu'on appelle le syndrome du glissement. Je ne sais pas si ça vous parle. Pour ceux qui l'ont vécu, en général, quand tu as un proche qui en est touché, tu connais. Donc, c'est un état qui pousse les personnes âgées à se laisser un peu aller. En général, soit c'est parce que on les place en maison de retraite alors qu'elles ne le veulent pas forcément, Ouais. soit à la suite d'un choc émotionnel, soit à la suite d'une chute aussi. Parfois, comme ça met plus de temps à se rétablir, du coup, ils ont du mal à remonter la pente. Et parfois, même, ça peut arriver dès l'arrêt de l'activité professionnelle. C'est-à-dire, j'ai plus d'objectifs, j'ai plus personne qui m'attend, j'ai plus de vie sociale. Je commence à décliner tout doucement. Moi, ma grand-mère, elle a été touchée par ça. Bon, on est super proches, hein, donc du coup, maintenant, ça va mieux. Mais à l'époque, sans se rendre compte, elle m'a poussée à m'intéresser au sujet, en fait, à vraiment la regarder différemment. Et en fait, je me suis rendu compte, la petite anecdote, c'est que
ce qui la remontait, hein, ce qui vraiment la remotivait, etc., c'est d'avoir des objectifs, notamment de me voir. Donc en fait, elle était en mode je sais que Wassila, elle va passer dans 2 jours, donc il faut que je prenne mes repas, parce qu'il faut que je sois en forme. Pour le coup, je prenne mes médicaments, etc. Parce que c'est ça, hein, parfois. Hein, parfois, vous vous battez aussi avec des personnes âgées qui veulent juste pas prendre leurs médicaments et tout, qui sont en mode mais c'est bon, en fait, laisse-moi, j'ai fait ma vie. Sauf qu'en réalité, ils ont encore plein de choses à vivre. Donc c'est ça qui m'a poussée, en fait. C'est un peu le déclencheur. Ouais, ça a été clairement le déclencheur. Et elle m'a poussée vraiment à m'intéresser au sujet des personnes âgées, du regard de la société aussi qu'on peut porter sur elles. Moi, ma grand-mère, culture algérienne, pas du tout dans la culture du loisir, pas du tout dans la culture du kiff. Très, voilà, j'ai fait mes enfants, je m'en suis occupée, et puis maintenant, c'est bon, j'ai fini ma vie, c'est à vous les jeunes, quoi. Donc, pas du tout dans les... Enfin, voilà, elle est sociable, évidemment, mais très cercle familial. Et pour le coup, c'était difficile pour elle de se projeter au-delà, en ayant perdu son mari. Donc elle m'a vraiment poussée, et ça a été le premier déclencheur. Là, je me suis dit, il y a quand même un sujet à creuser. Ouais. Je m'y suis beaucoup intéressée au sujet, finalement, du regard que l'on peut porter sur le vieillissement en France. Et qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui de nos anciens ? Qu'est-ce qu'on fait de nos personnes âgées / seniors, même si c'est pas du tout la même chose. Okay. Ça commence comme ça. Donc parle-nous un peu de la genèse des Infatigables. Tu crées ça seule. Dis-nous aussi un peu la mission pour les auditeurs qui ne connaîtraient pas. Ouais, bien sûr. Donc, du coup, quand j'ai fait tout ça, y a 2 choses. Je pense que c'est important de le dire pour le parcours entrepreneurial, pour aussi que les gens qui ont des entreprises comprennent comment est-ce que ton cheminement... Moi, j'ai commencé en fait sur une mission qui n'est pas celle d'aujourd'hui. Ça, c'est important de le dire. J'ai fait ce qu'on appelle un pivot. C'est vraiment le nom, pour le coup, sur ce sujet-là. Donc, en fait, je me suis dit, j'ai envie de creuser ce sujet des seniors, et d'abord sur le prisme de l'isolement. Alors, ma grand-mère, en fait, là, ça va parce qu'elle a des gens autour d'elle. Elle a la famille, etc. On la laisse pas seule. Mais finalement, qu'est-ce qui se passe pour une mamie, un papy qui est tout seul, en fait, qui se retrouve... En fait, parce que lui, justement, il glisse pas. Donc, on évalue à peu près à 4 millions de personnes qui se sentent isolées en France. Donc, je me suis dit, il y a un sujet à creuser. Donc, d'abord, j'ai commencé, la mission, c'était très clairement, comment est-ce que j'anime la vie sociale de ces personnes-là. En gros, j'arrive à la retraite. Comment je fais pour pas décliner, en fait ? Qu'est-ce qui fait que... parce qu'il y en a qui vivent très bien leur retraite, il y en a qui le vivent très, très mal. Donc, j'ai commencé comme ça. Je vendais des activités, justement, à des structures qui accueillent du public senior, mais des activités un peu différentes. Pour leur dire, c'est bon, les gars... venez, on fait un peu différemment, parce que le club de bridge, en fait, t'as des seniors qui en ont marre, en fait, qui ont envie de faire d'autres choses. Comment est-ce qu'on peut dynamiser ? Et donc, j'ai fait ça pendant 2 ans. Et ensuite, je me suis beaucoup interrogée sur la mission, sur finalement, est-ce que je suis toujours alignée sur ce que je voulais faire ? Qui aussi, d'un point de vue modèle économique, hein, on va se dire les choses, qui est le véritable payeur ? Aujourd'hui, est-ce que les résidences seniors autonomie, les résidences seniors auxquelles je vendais, est-ce qu'elles ont un véritable enjeu à ce que les personnes âgées soient hyper animées, etc. Spoiler, pas tout à fait, en réalité. Et donc, je me suis beaucoup posé la question, j'ai creusé, et dans le même temps, j'ai lancé un podcast en me disant, OK, il faut peut-être que je réinterroge les anciens, on va dire les seniors, au sens large. C'est-à-dire, j'étais partie du prisme de la personne âgée, qui était quand même ma grand-mère, qui était quand même très âgée. Mais en réalité, en fait, le prisme du sujet, du mot senior, hein, qui est limite à partir de 45 ans, selon la définition française, donc ça ne va pas plaire à certains, en fait, c'est un spectre hyper large. Et c'est quoi, en fait, les enjeux derrière ? Et donc, dans mon podcast, j'interrogeais des personnes qui ont fait fi de leur âge pour arriver dans des domaines où on ne les attendait pas, justement, et réquestionner un petit peu cette seniorité et cette case dans lesquelles on voulait les mettre. Donc, j'ai par exemple des anciens profs qui ont fait les cours Florent après 60 ans à la retraite, alors qu'il y a une limite d'âge de 35 ans. Je ne sais pas si vous saviez. Non, c'est vrai. Ouais, voilà. Donc, en fait, eux, ils ont dit, mais 35, ouais, et alors et alors et donc, typiquement, j'ai eu aussi une personne, Patrick Montel, un journaliste sportif, pour ceux qui regardent un peu le sport. Il commentait l'athlétisme sur France Télévisions, qui lui a super mal vécu sa mise à l'écart. Genre, du jour au lendemain, il s'est fait licencier, et en fait, il t'explique que ton téléphone, il sonne plus, alors que t'étais la personne qu'il faut. Exactement. Et en fait, en creusant un petit peu tout ça, je me suis rendu compte que j'avais envie de pivoter et d'aller chercher ces personnes qui
finalement se sentent pas encore forcément seniors, le sont dans la définition, et qui en fait sont mis dans des cases, alors que eux, en fait, ne le veulent pas forcément tout de suite. Ça a fait écho ensuite, et on revient sur mon expérience pro avec le monde du conseil. Hein. Nous, quand moi j'avais un manager, il avait plus de 50 ans, et on commençait à murmurer de lui que, en fait, oh là là, il comprend de moins en moins les sujets. Il est à la ramasse. Il est un peu à la ramasse. Finalement, ce qu'il comprend toujours, on est quand même sur les nouvelles technologies. Et on commençait tout doucement à murmurer de lui qu'il faisait plus l'affaire. Et je me rappelle que déjà à l'époque, je me disais, 50 ans, c'est jeune quand même pour qu'on t'explique que finalement, tu commences à être un peu vieux pour le monde professionnel. Et donc, pour revenir du coup à la mission actuelle des Infatigables, l'idée en fait, c'est de se dire comment est-ce qu'aujourd'hui on peut accompagner l'allongement des carrières, comment est-ce qu'on peut lutter contre les discriminations liées à l'âge en France, et comment est-ce qu'on peut permettre à des personnes qui aujourd'hui travaillent jusqu'à 60 ans, 64 ans, 67 ans, comment est-ce qu'on peut continuer à travailler tous ensemble en entreprise, parce qu'aujourd'hui on a une personne de plus de 50 ans sur 2 qui dit s'est déjà fait discriminer en raison de son âge. Il y a plein de formes. Hein. Ça peut être, on te refuse un poste, évidemment, on te refuse un projet en interne, on te met un peu au placard, etc. Et pour autant, ce qu'on voit, en fait, et on l'a vu sur le débat, pendant le débat sur les retraites, en fait, c'est qu'on travaille plus longtemps. En fait, on reste en entreprise plus longtemps, et c'est un non-sens en France de se dire que finalement, quand on commence à avoir la cinquantaine, et moi j'ai reçu plein de témoignages, hein, ou 55, ou même 60, en fait, il peut nous rester encore peut-être 7 ans. Et on commence à nous expliquer que on ne fait pas trop l'affaire, etc. Il y a un peu c'est hyper intéressant, puisque tu as utilisé un mot, moi, qui me touche particulièrement. Tu as dit les anciens, avant de dire les seniors. Ouais. Et après, tu t'es corrigé. Oui. En fait, cette relation avec les anciens, pour moi, c'est la sagesse, c'est l'expérience, c'est venir prendre conseil auprès d'eux. Et comment toi, parce que finalement, intuitivement, tu l'as dit, est-ce que c'est une définition qui te drive, et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on a peut-être moins l'occasion d'aller consulter finalement ces personnes qui ont une expérience incroyable et qui nous permettrait d'être meilleurs dans notre quotidien, nous, en tant que jeunes professionnels. Et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui on les met dans des cases alors que potentiellement c'est source d'inspiration? Bien sûr. Moi, je suis absolument d'accord avec ton point de vue sur le sujet ancien, c'est-à-dire que évidemment, en fait, on a une expérience aujourd'hui qui est pas assez valorisée, nous on le dit, hein, et en fait, on peut. Moi, j'ai un rapport aussi aux anciens qui est un rapport très. En fait, j'essaye de le valoriser au maximum. Je le chéris en fait. Hein, je pense qu'aujourd'hui, on a beaucoup à apprendre de l'expérience de chacun. Je me suis corrigée parce que dans le même temps, moi, justement, dans mon activité, je travaille beaucoup sur ces sujets de comment est-ce qu'on perçoit les plus âgés, on va dire, ou les seniors, ou nous, ce qu'on dit chez les Infatigables, c'est les talents expérimentés, ils préfèrent. Et en fait, si tu veux, justement, pour revenir à ce sujet de l'agisme et comment on les voit, moi, quand j'ai créé les Infatigables, le premier truc que je suis allée faire, et notamment quand j'ai fait ce pivot, c'est je suis allée voir ces fameux anciens, je leur ai dit comment est-ce que vous aimez qu'on vous définisse. Et justement, en général, ce qu'ils disent, c'est que malheureusement, derrière ce mot senior ou ce sujet d'expérience, on est vite cantonné en fait, et on a tout un tas de biais, de préjugés, de stéréotypes qu'il faut absolument déconstruire. C'est pour ça que je me réinterroge toujours de comment les définir, parce que moi en fait, en effet, je suis pas encore entre guillemets une senior d'un point de vue définition même. Et donc, j'ai pas forcément envie de reproduire ces biais-là. Et donc, pour revenir à ce que tu disais, forcément, aujourd'hui, nous, c'est notre combat, hein, les Infatigables. Donc, j'ai pas forcément expliqué ce qu'on faisait. On a différentes offres. D'abord, on agit en entreprise en disant, OK, il faut démarrer le sujet. Aujourd'hui, on a parlé du sexisme, on a parlé du handicap, on a parlé du sujet LGBT dans les politiques diversité-inclusion. En fait, il y a un dernier angle mort en fait, dans les entreprises, un tabou, c'est l'âge. Comme je l'ai dit, on a un senior sur 2 qui se sent discriminé. On a un DRH sur 2 qui avoue ne pas vouloir recruter une personne plus âgée. Oui. Ça, c'est quand même chaud. Pour le coup, les plus de 50 ans sont 2 fois plus touchés par le chômage de longue durée.
Donc, pour revenir à ton point, déjà, donc, nous, on travaille en effet sur des conférences, sur des ateliers justement de sensibilisation pour parler d'âge sans tabou, pour déconstruire ces préjugés-là qu'on peut avoir. Et après, on a aussi des programmes de valorisation, de formation pour des personnes qui ont plus de 50 ans, qui sont en entreprise et qui se disent bah, moi, j'ai encore envie de faire plein de choses et je ne suis pas forcément valorisée. Comment est-ce que je reprends un temps sur mon parcours professionnel, sur mes compétences, etc. Et comment je peux continuer à dynamiser la suite de mon parcours. Et donc, pour revenir absolument à ce que tu disais, évidemment que l'expérience n'est pas encore assez valorisée. Nous, on le voit dans les chiffres. Et c'est ça où c'est très contradictoire. C'est-à-dire que quand tu interroges les plus jeunes, en général, ils t'expliquent que oui, c'est vrai qu'on a beaucoup à apprendre des plus anciens, etc. Mais dans les faits, dans le recrutement, dans les opportunités professionnelles, bah, en fait, on les met un peu à l'écart. Et c'est nous ce qu'on essaye de combattre absolument avec les Infatigables. Et là, on a bien compris du coup la mission, etc., les Infatigables. Est-ce que si on fait un petit zoom sur toi, tu pourrais nous dire qu'est-ce que ça fait de se lancer en solo, de porter ce projet solo? Parce qu'on sent que tu es hyper animée. Comment tu fais tout ça toute seule, même si tu es évidemment bien entourée par une équipe, mais Ouais. Bah, et écoute, c'est trop marrant parce que quand tu démarres solo, il y a plein de gens qui te disent qu'il faut pas, déjà. Moi, c'était pas forcément une volonté de démarrer solo, mais j'ai juste pas trouvé, enfin, j'avais pas d'associé pour le coup à l'époque. Et en effet, tu l'as dit, moi, je suis très animée par la cause que je défends. Je considère avoir quand même beaucoup d'énergie. D'ailleurs, c'est un peu la blague des gens autour de moi, des potes entrepreneurs, etc. Genre, alors, est-ce que t'es fatiguée ou t'es infatigable pour le coup. Mais vraiment, moi, je sais que c'est pas forcément évident pour certains. J'en ai beaucoup, en fait, qui m'envoient des injonctions. Ah non, mais moi, je peux pas. Ah, j'aurais pas pu, etc. Comment tu fais? En réalité, moi, j'ai juste fait parce qu'à un moment donné, il y avait un problème que j'ai identifié. J'avais une solution potentielle. Je sentais qu'il y avait aussi un marché et j'avais envie de régler un problème social. Donc, en fait, je me suis pas forcément posé la question de est-ce que je suis seule ou pas. En effet, derrière, bah, j'ai recruté, j'ai des personnes qui travaillent avec moi, etc. Donc, ça va mieux. Mais pour le coup, c'est pas forcément évident, mais ça m'a pas empêché d'avancer parce que j'ai aussi cette énergie qui fait que voilà, je me dis que forcément on peut. Et après, l'idée, en effet, c'est d'être absolument entouré, de pas être seul dans sa prise de décision, de constamment. Enfin, moi, j'ai tout mon parcours entrepreneurial, j'ai beaucoup demandé de mentorat. Parce que j'y crois à fond, histoire d'avoir un petit peu de recul sur ma prise de décision, notamment sur mon pivot, etc. Donc ça m'a beaucoup aidée. Et donc, je vais même aller plus loin pour des personnes qui aimeraient se lancer seules. Le vrai point, c'est se connaître, en fait. Ça peut être une vraie souffrance de démarrer seul aussi, parce que bah voilà, parfois on est des êtres sociaux et puis on a besoin d'interagir, en tout cas au début, etc. La réalité, c'est que l'important, c'est de savoir ce qui nous convient. Moi, à l'époque, ça me convenait parfaitement et finalement, ça m'a pas posé plus de soucis que ça. Et tu as été, ou tu es peut-être toujours d'ailleurs, accompagnée par Live for Good? Oui, j'ai été accompagnée par Live for Good. J'ai même gagné le prix Gabriel. Exactement. Ouais. Live for Good, qui est un de nos partenaires sur le fonds Time for. Qu'est-ce que ça t'a apporté concrètement, toute cette aide, et qu'est-ce que tu pourrais dire aux entrepreneurs qui hésitent à participer à ce genre d'initiative? Alors, pour le coup, moi, Live for Good, c'était vraiment super parce que ça arrivait à un moment où j'étais encore en train de structurer mon activité. Je commençais à avoir des clients, etc. Mais en fait, on est constamment en remise en question pour le coup. Et en fait, Live for Good, ça m'a vraiment apporté le sujet impact. Enfin, je l'avais, mais ça m'a permis de le structurer. Et en fait, donc ça, c'est le premier point. Et ensuite, d'avoir une communauté en fait de personnes, notamment des entrepreneurs qui ont le même drive que vous, notamment le côté impact. Parce que c'est vrai que dans d'autres incubateurs, on l'a moins en fait. C'est-à-dire qu'on va vite aller vers des considérations beaucoup plus pragmatiques de bon, ok, c'est quoi ton CA généré, etc. Enfin, des trucs. Et en fait, chez Live for Good, je me suis vraiment reconnue dans une communauté de personnes qui étaient aussi animées par des causes différentes, hein, des sujets écologiques, des sujets sociaux, peu importe, mais qui par contre avaient le même drive que moi. Et donc on s'enrichissait énormément. Et après, il y a
a une structure. Moi, j'ai eu la chance d'être accompagnée, donc il y a toute une structure derrière avec des ateliers qui permettent complètement de rechallenger son business, etc. Donc moi, ce que je dirais clairement, c'est de ne pas hésiter. Moi, je fais partie des personnes qui ont voulu être accompagnées dès le début. Parce que je trouvais que c'était trop important justement pour pouvoir aussi m'enrichir des uns et des autres. Donc faut absolument pas hésiter justement à avoir recours à ce type d'accompagnement, d'incubateur. Et ouais, Leaf4Good, moi je recommande plus. Et j'étais en train de penser là, tu es une femme, tu traites le sujet des seniors, tu es relativement jeune. Comment tu t'arrives à avoir de la crédibilité auprès de ton audience? C'est trop intéressant comme question parce que là, ça va faire un an et demi que en fait, donc comme je le disais, le gros de notre activité de base, c'est de proposer donc, des formations, des parcours de formation en entreprise. En gros, on dit au DRH, vous voyez là, vos collabs là, vous avez potentiellement... il y a des grandes boîtes en France qui ont plus de 50% de leurs employés qui ont plus de 50 ans. En fait, il y a un sujet d'engagement. Clairement, parce qu'en fait, quand tu fais tant de temps dans une boîte qui te reste 5 ans et que tu as moins d'opportunités, tu as un plafond de verre, forcément, il y a un sujet de démotivation, il y a un sujet de transmission des compétences claires, de productivité et d'efficacité opérationnelle. Donc, de base, on travaille beaucoup sur des parcours de formation pour ces personnes-là qui, en disant... Vous investissez dans les graduate programmes, vous investissez dans les jeunes, mais en fait, investissez aussi pour les talents expérimentés, en fait. Parce que ces gens-là, ils ont énormément de choses encore à donner. Et on le voit avec nos programmes. Quand tu sors du programme, on a plein de collabs qui nous disent « Mais là, je sais exactement où je vais. Là, je sens que l'entreprise m'a valorisée. Et en fait, je sais ce que j'ai encore envie de donner, etc. » Donc, il y a un vrai second souffle. Mais c'est vrai que depuis 1 an et demi, je me suis aussi... on a commencé de plus en plus à faire des ateliers de sensibilisation et notamment des conférences. C'est super marrant parce qu'au début, je me disais, mais non, en fait, je peux pas. Je suis pas senior, je suis pas talent expérimenté. Qu'est-ce que je vais aller raconter? Donc, il y avait un vrai sujet de légitimité parce que c'est quand même un truc qui me touche. Moi, j'avoue, je vais pas faire comme si j'avais pas un petit syndrome de l'imposteur. Et en fait, autour de moi, on m'a dit, mais non, au contraire... amène aussi ton prisme un peu différent. Justement, c'est pas un défaut que tu sois jeune ou que tu sois pas senior, en fait, au contraire. Et en fait, ce dont je me suis rendu compte, c'est que là, maintenant, on intervient chez Engie, chez SNCF, chez Orange, etc. Je me rends compte que j'arrive aussi avec un prisme au-delà de arrêter de discriminer, arrêter l'agisme. Il y a aussi ce sujet et intergénérationnel, c'est-à-dire, moi, je suis une milléniale, voilà aussi ce que j'attendais en tant que manager, voilà comment est-ce qu'on peut bosser ensemble différentes générations, et ça amène autre chose. Et là, ça y est, maintenant, je l'avoue, je me sens beaucoup plus légitime parce que je me rends compte aussi que mes interventions me plaisent et que, en fait, mais ça, c'est un conseil à tout le monde, il faut tester, il ne faut pas s'arrêter à son identité, etc. Parce que sinon, en fait, on ne fait absolument rien. Mais c'est marrant parce que j'ai beaucoup hésité au début. Aussi parce que j'ai d'autres personnes que je ne considère pas comme des concurrents parce que je trouve que le sujet, ça reste un sujet de plaidoyer, etc. Donc, c'est important que ce soit beaucoup dessus, mais qui incarnent beaucoup plus. En fait, en général, souvent, c'est des personnes qui ont eu du mal à se repositionner, qui ont été touchés par le chômage de longue durée, qui se sont dit, en fait, il y a un vrai problème, parce qu'ils ont été confrontés à ce problème-là. Donc, des talents expérimentés et qui montent leur boîte sur ce sujet-là ou qui font du conseil. Et donc, j'avais ce truc de me dire, moi, je ne suis pas encore concernée, donc est-ce que je dois vraiment le faire? Et en fait, finalement, non, ça ramène autre chose. Et en tout cas, les retours que j'ai des boîtes dans lesquelles j'interviens, finalement, ça ramène un autre angle et ça plaît. Donc, comme quoi, il ne faut pas trop s'empêcher. Et quand tu vois un peu, si on se projette à 5 ans, 10 ans, la pyramide des âges, de toute façon, on la voit évoluer, on voit les populations aussi finalement vieillir de plus en plus. Il y a de moins en moins de naissances en France notamment. Finalement, en tant qu'investisseur, je me dis, ok, c'est le sens de l'histoire de faire ce que tu fais. Il faut investir. Let's go. Et du coup, comment comment tu vois ton rôle d'entrepreneur visionnaire dans ce marché qui va évoluer a priori plutôt positivement sur ton domaine? T'es où dans 10 ans?
Très très bonne question. Déjà, c'est bien que tu rappelles les chiffres parce que moi, j'ai tendance à penser quand même qu'on est dans un espèce de déni collectif. Je lisais un article d'un philosophe dont j'ai zappé le nom qui disait que quand on rappelle les chiffres, déjà, d'ici 2040, on aura un tiers de la population qui aura plus de 50 ans. Voilà. Et ça ne fait que augmenter. En fait, ça repose question sur tout le modèle de société. C'est-à-dire que pas que comment est-ce qu'on va travailler ensemble, mais aussi comment est-ce qu'on va bouger. La mobilité, c'est un vrai sujet. Comment est-ce qu'on va bien vieillir et en fait, le sujet finalement de la silver economy, en tant qu'investisseur, du coup, forcément, c'est des sujets que tu connais. C'est pas un nouveau sujet. Depuis longtemps, on nous dit qu'il faut investir dans ce domaine-là parce que le vieillissement de la population, etc. etc. Donc, mais c'est bien de le rappeler quand même parce qu'on peut être dans un espèce de déni sans se rendre compte vraiment des chiffres. Et je le dis et je le répète, notamment dans l'entreprise, je le dis pour les entreprises qui nous écoutent, on va travailler de plus en plus longtemps dans l'entreprise. Donc en fait, investir dans des collabs qui ont 50, 55 ans, même 60 ans, c'est un investissement important pour tout ce que j'ai dit tout à l'heure. Dans 10 ans où je me vois, évidemment, moi j'ai énormément d'ambition. L'idée, c'est d'être le leader sur ce sujet-là. C'est d'être la référence sur le sujet de l'employabilité des talents expérimentés ou de l'employabilité des talents seniors. C'est aussi de se dire qu'on a réussi cette mission de plaidoyer-là parce qu'on a encore un peu d'acculturation à faire quand même dans les entreprises. On se rend compte que, voilà, là j'étais encore chez Veolia il y a 2 semaines, qui commence tout juste à évoquer le sujet. Voilà, l'idée c'est de se dire, dans 10 ans, toutes les entreprises, elles sont absolument sensibilisées au sujet. C'est plus un sujet, la discrimination liée à l'âge. Bon, là, c'est presque utopique, mais pourquoi pas ? Why not ? Et en effet, nous, on devient leader à la fois dans les entreprises, mais aussi côté demandeurs d'emploi, parce que ça, je ne l'ai pas dit. Nous, on développe des programmes aussi pour les demandeurs d'emploi, parce que là, forcément, quand on intervient chez Veolia, Engie, etc., on a des personnes qui, quand même, sont encore en entreprise et travaillent sur l'employabilité, mais on a toutes celles pour qui, en fait, on est arrivé trop tard. Et donc, finalement, qui se retrouvent sans emploi, qui se retrouvent 2 fois plus touchés par le chômage de longue durée, je l'ai dit. Comment est-ce qu'on fait dans un marché hyper tendu de transformation aussi, où c'est difficile, surtout en ce moment pour tout le monde, les plus jeunes et les plus âgés, comment est-ce qu'on fait pour recréer de l'emploi, finalement repositionner des personnes qui ont parfois donné 20-30 ans à l'entreprise et qui se retrouvent sur le carreau comme ça. Donc c'est vraiment dans 10 ans, c'est que les Infatigables soient la référence sur le sujet. Et évidemment, que le plaidoyer que l'on porte est réussi et qu'on se dise que nous, on dit beaucoup la phrase de Mbappé, tu me parles pas d'âge. Magnifique. On va arriver à la fin de cet échange. Merci beaucoup, Wassila. Est-ce que je peux t'inviter à piocher une des petites cartes sur la table ? Ouais. Et ça nous permettra de conclure. Ok. Et donc, je lis. Tu lis et tu complètes. Ok. La réalité derrière l'entrepreneuriat, c'est aussi beaucoup de moments down. Je l'ai peut-être moins dit, mais comme ça, on dit les choses. Ça peut être aussi des moments un peu plus compliqués où on se pose la question de en fait, c'est ça. C'est des pics c'est des pics et des moments down. Des hauts et des bas. Des hauts et des bas, merci. Oh là là, le franglais. C'est beaucoup donc la réalité dans l'entrepreneuriat, c'est beaucoup des hauts et des bas. On a peut-être moins parlé des bas, mais c'est important de le dire aussi. Il y a des moments où on doute, il y a des moments où on relance... c'est pour les entrepreneurs, on relance 4 fois le client et le prospect. Il nous dit oui. À un moment donné, là, récemment, j'ai un client un prospect qui m'a dit, pour le coup, dans l'aviation, qui m'a dit voilà, notre année elle est un peu foutue, donc le programme là qu'on s'était dit, c'est plus compliqué que prévu. C'est des bas aussi parce que parfois on doute, mais c'est aussi des hauts justement, et ça rattrape beaucoup. Parce que finalement, on est en train de... Enfin, moi, j'ai à dire que je construis mon job de rêve, pour le coup, et je suis hyper épanouie. Donc c'est les deux. C'est ça la réalité derrière l'entrepreneuriat. Magnifique. Génial. Merci beaucoup, Wassila. Merci à vous, c'était un plaisir. Et on remercie aussi Gaz Européen de sponsoriser ces épisodes, et on vous dit à très vite. À bientôt.